Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Vendredi 13 mai. Carter's Crossing, Mississippi. 5 heures, heure avancée du centre. Son téléphone a bipe accent aigu, l'attirant d'un profond sommeil causé par l'épuisement. L'agent spécial du FBI Kim Otto s'est retourné pour lire le message de son supérieur. La première chose qu'elle a remarquée était le retard de transmission. Le cyberespace ne fonctionnait pas aussi bien que les gens le pensaient. Le message avait été envoyé à 3h55, heure avancée de l'Est, mais elle l'avait reçu 2h05 plus tard. Le patron lui avait réservé un vol au départ de Memphis, décollant peu après 13h, heure avancée du centre, à destination de Rapid City, Dakota du Sud. De là, elle devrait se rendre à Bolton. Un endroit dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant. Aucune objection tolérée. Elle s'était retournée pour quelques heures de sommeil supplémentaires avant de faire ses bagages, de dire au revoir et de quitter Carter's Crossing pour se rendre à Memphis. 9 heures après l'envoi du message par le patron. 7h05 après l'avoir reçu, Kim a contourné la masse de passagers qui attendaient le contrôle et s'est approché du point de contrôle de la TSA à l'aéroport international de Memphis. Le patron avait prévenu l'agent Garrett de la TSA qui l'attendait. Garrett lui demanderait de voir son badge et la laisserait simplement passer. Sans examiner ses bagages ni confisquer son arme de service. Ce qui était absolument contraire aux règles. Idéalement, aucun des autres passagers ne remarquerait qu'elle avait évité les dispositifs et systèmes de contrôle obligatoires pour tout le monde. La dernière chose dont elle avait besoin était de gérer une foule en colère. Des années après le 11 septembre, un nombre étonnamment élevé de voyageurs occasionnels restaient nerveux face aux mesures de sécurité appliquées dans tous les aéroports américains. Tout ce qu'un passager proposait de porter au-delà du point de contrôle était soumis à inspection. Même s'il n'y avait pas eu d'autres détournements d'avions américains depuis des années. Tout est contrôlé. Que les passagers l'apprécient ou non. Sans exception. La fille de Madame Otto, Kim, une petite femme d'apparence asiatique vêtue d'un costume noir avec un sac de voyage, une sacoche d'ordinateur portable et une bosse suspecte causée par un holster sous son bras, aurait dû être soumise aux mêmes mesures de sécurité que tout le monde. La liste des objets interdits au-delà du point de contrôle de la TSA était longue et parfois excessive. Du moins aux yeux du public. Les tensions pouvaient être particulièrement vives parmi les civils invités à se tenir dans un scanner et à lever les bras pour être contrôlés pour des résidus d'explosifs. Surtout si d'autres passagers n'étaient pas tenus de se soumettre à cette indignité. Certains passagers étaient nerveux en avion. D'autres étaient des citoyens belliqueux. D'autres encore souffraient de troubles mentaux ou physiques. Tous passaient par le contrôle, indépendamment des préoccupations individuelles. Les agents de la TSA n'arrivaient jamais au travail en s'attendant à ce que les activités routinières de la journée se déroulent sans accroc. L'agent Garrett était probablement aussi sceptique que ses collègues. Kim ne prévoyait pas de lui donner une raison d'appliquer ce scepticisme à son égard. Elle a scruté la zone jusqu'à ce qu'elle localise Garrett à son poste. C'était un homme aux cheveux gris, portant une vingtaine de kilos supplémentaires autour de la taille. Elle l'aurait situé à environ 50 ans, si elle avait dû deviner. Il travaillait à la file de contrôle centrale, debout, les mains sur sa ceinture de service, à 3 mètres au-delà du tapis roulant qui faisait passer les bagages à main dans le système à rayon X. L'agent féminin qui faisait fonctionner l'appareil de contrôle a remarqué quelque chose qui avait été placé sur le tapis par un homme habillé de façon extravagante, près de la tête de la file. Kim n'avait pas vu l'objet, qui était enfermé dans la machine à rayon X. L'agent a arrêté le tapis roulant qui passait dans le scanner et a appelé Garrett pour avoir un second avis. Ils ont chuchoté, la femme pointant l'écran et regardant Garrett pour confirmation. Pendant qu'elle attendait, le téléphone de Kim a vibré avec un nouveau message. Au lieu de faire sa correspondance comme prévu à Rapid City, il avait été redirigé pour la rencontrer ici à Memphis. Elle a regardé autour d'elle, à la recherche de son nouveau partenaire, William Burke.
Elle n'avait jamais rencontré ce type. Mais elle avait consulté sa photo sur son téléphone, avant d'entrer dans le terminal. Elle le reconnaîtrait instantanément dans n'importe quelle foule. Pas qu'il soit particulièrement mémorable. Burke ne se démarquerait d'aucune façon particulière. Il mesurait 1,83 m, était en forme, avait les cheveux bruns, les yeux foncés et une coupe de cheveux banale. En bref, tout ce à quoi un solide agent du FBI devait ressembler, s'il voulait se fondre dans un groupe d'Américains ordinaires. Kim était l'agent principal sur l'affaire Richer, et Burke était son nouveau numéro 2. Elle était plus jeune que Burke de quelques années, mais elle avait plus de temps sur le terrain et beaucoup plus d'expérience sur l'affaire Richer. Elle ne le voyait pas dans la zone de contrôle de sécurité. Peut-être était-il déjà à la porte d'embarquement. Kim s'est frotté le cou et a roulé les épaules. Le trajet depuis Carter's Crossing s'était déroulé sans incident. Mais elle était fatiguée. Elle fonctionnait sur ses 3A habituels depuis bien trop longtemps. L'adrénaline, l'ambition et l'anxiété ne pouvaient la porter que jusqu'à un certain point. Finalement, elle avait aussi besoin de sommeil et d'un bon repas. Une forte odeur de café fraîchement préparé lui est parvenue. Dès qu'elle en aurait fini ici, elle foncerait droit dessus. Peut-être qu'ils auraient aussi un sandwich ou un bagel ou quelque chose. Son estomac grondait depuis 1 heure. De la nourriture et du café l'aiderait. Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? Le passager extravagant, propriétaire de ce qui bloquait la file au niveau de la machine de contrôle, avait perdu patience. Kim a regardé devant elle. Les gens dans la file derrière lui s'agitaient aussi. Il voulait passer la sécurité et passer à la phase suivante de ce qui était devenu le cauchemar du voyage aérien. Ajouter quelques bébés qui pleuraient et des tout petits grognons, et les choses allaient devenir désagréables. Kim pouvait sentir l'ambiance. Elle s'est rapprochée, espérant attirer l'attention de l'agent Garrett, mais il était maintenant concentré sur le passager indiscipliné. « Monsieur, veuillez vous écarter. Nous allons devoir vous poser quelques questions, » a-t-il dit, indiquant une chaise de l'autre côté du portique de détection de traces. Il a tendu sa paume pour indiquer l'entrée. « Passez d'abord dans le souffleur, s'il vous plaît. »« Absolument pas, » a dit l'homme beaucoup plus fort que nécessaire. « Je veux mon sac. Rendez-le-moi immédiatement. » L'agent Garrett était un vieux routier de son métier. Il n'allait pas laisser les choses échapper à son contrôle. Il a fait signe à un 3e agent, qui se tenait de l'autre côté du point de contrôle. Elle s'est dirigée vers lui, tandis que la belligérance du passager augmentait de façon exponentielle au lieu de diminuer. « J'ai dit, donnez-moi mon sac », a-t-il crié. Il s'est approché de la machine à rayons X et a levé son bras, essayant d'atteindre l'intérieur. Mais ses bras étaient trop courts pour dépasser les écrans en plexiglas montés de chaque côté. L'agent Garrett a saisi fermement le biceps de l'homme. « Monsieur, je vous demande de venir par ici, s'il vous plaît. Vous bloquez la file. » Le 2e agent était presque là. Ce qui avait semblé si essentiel dans le sac du passager, juste un instant auparavant, a été rapidement abandonné. Il a brusquement relevé son bras, l'éloignant du scanner à rayons X, et s'est retourné pour courir vers la sortie. Il a bousculé 2 femmes qui faisaient la queue derrière lui. L'une d'elles avait un tout petit attaché dans une poussette qu'elle tenait. La mère et la poussette sont tombées, et le tout petit s'est mis à hurler. La seconde femme, peut-être la grand-mère, a crié d'indignation. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, bon sang ?» L'homme a continué, accélérant tout en poussant les passagers de côté avec ses 2 bras comme un fullback sur le terrain, se précipitant vers le touchdown qui ferait gagner le match. Il s'approchait de la position de Kim. Fonçant tête baissée, dégageant son chemin au fur et à mesure qu'il avançait. L'agent Garrett le suivait pesamment en chasse. « Arrêtez !» Et lorsque le passager a atteint un point à quelques pas devant Kim, avant qu'il n'ait eu la chance de corriger sa trajectoire, elle a poussé ses sacs sur le chemin du fuyard. Il a fait un large mouvement circulaire, avec un bras pour la balayer. Elle s'est écartée de la trajectoire du coup. Il a raté. L'élan de son cou l'a fait continuer.
Son bras a continué à tourner autour de son corps, tordant ses jambes, tandis que ses pieds étaient encore plantés sur la moquette. Il a perdu l'équilibre et a trébuché en essayant de se stabiliser. Quand il a chancelé et est tombé en avant, Kim s'est écarté, a tendu sa jambe droite et l'a fait trébucher. L'élan et la gravité ont fait le reste. Il a agité les deux bras et s'est emmêlé les pieds en tentant de rester debout. Mais il a échoué, à cela aussi. Kim s'est écartée de son chemin. La dernière chose qu'elle voulait était de se retrouver par terre avec ce type. En l'état, elle aurait un bleu sur la jambe là où il était entré en contact avec elle. Alors qu'il tombait, les bras battant l'air, l'arête vive de sa chevalière a éraflé le cou de Kim, assez profondément pour faire couler du sang. Une demi-seconde plus tard, il était tombé lourdement, recroquevillé en un tas hurlant d'indignation, jurant et criant tout du long. Un homme s'est approché et a posé son pied botté sur la poitrine du passager. Il a appliqué juste assez de pression pour le maintenir au sol. « Vous saignez, agent Otto », a-t-il dit avec un sourire. C'est à ce moment qu'elle a regardé son visage pour la première fois. William Burke. Aucun doute là-dessus. Kim a sorti un mouchoir de sa poche et l'a appliqué sur l'éraflure cuisante de son cou. Une seconde plus tard, les deux agents de la TSA ont finalement percé la foule. Kim a confirmé le nom de Garrett sur la plaque de laiton au-dessus de la poche de sa poitrine. « Merci, agent Garrett. » Elle a montré son badge et a fait signe à Burke d'en faire autant. Garrett a jeté un bref coup d'œil aux deux badges. « Beau travail, Burke », a dit Garrett, se penchant pour menotter le passager qui continuait à déverser des jurons. « Vous l'aviez presque. »« Mais ravi d'avoir pu aider », a répondu Burke avec un sourire. Il a retiré son pied botté du passager et l'a posé fermement sur le sol à nouveau. Kim a résisté à l'envie de fusiller du regard le visage narquois de Burke. S'attribuer le mérite de son intervention ? Conduite indigne. C'était une petite chose. Mais les petites choses révélaient la valeur d'un homme. Les détails révélaient le caractère. Ce n'était pas une bonne entrée en matière de la part de son nouveau partenaire. Gaspard ne l'aurait jamais fait, c'était certain. Chapitre 2. Vendredi 13 mai. Memphis, Tennessee. 12h30, heure avancée du centre. Une foule s'était rassemblée pour assister au spectacle. Quelques passagers avaient sorti leur téléphone portable et enregistré toute la scène. La vidéo serait mise en ligne dans les 10 minutes. Le monde entier saurait qui avait maîtrisé ce type. Inutile qu'elle en fasse tout un plat maintenant. Nous devons y aller, dit Kim. Oui, Garrett indiqua du menton une zone clôturée, tout en essayant de maîtriser le passager récalcitrant. Passez par la porte battante là-bas. Nous allons nous occuper de ce type. Burke sourit à nouveau. Simple curiosité. Quel est son problème au juste ? Garrett secoua la tête. Il croit apparemment qu'un permis de port d'armes dissimulé l'autorise à emporter un Glock chargé dans un avion. Quel crétin! C'est mon arme. Je peux l'emporter où bon me semble. Le passager était toujours au sol, se tortillant dans ses efforts pour se relever avec les menottes. Je vais vous faire retirer votre badge. Alors, qui sera le crétin ? Vous savez qui je suis ? Vous le savez ? Ces gens dans la foule semblent le savoir. Garrett secoua la tête. Il releva l'homme du sol. Venez, monsieur la célébrité. Vous pourrez tout me raconter au bureau. Quand il emmena le type, les passagers restant dans la file de sécurité applaudirent. Kim récupéra son sac et le tira vers la porte. Burke la suivit. Qui était ce type ? Demanda Burke. Aucune idée, répondit Kim. Elle passa la porte de sécurité et suivit son instinct droit vers le café. Elle avait 15 minutes pour attraper son vol. Burke la suivait d'un pas nonchalant. Au stand de café, elle attrapa un muffin et paya 2 cafés. On ferait mieux de se dépêcher. Ils vont fermer les portes. Je m'en occupe. Burke saisit sa tasse et partit d'un pas rapide, plus vite que les jambes de Kim ne pouvaient la porter sans courir. Ce qu'elle refusait catégoriquement de faire.
Burke arriva à la porte d'embarquement, avec 2 minutes d'avance. Il les passa à bavarder avec la jolie agente d'embarquement, pendant que Kim approchait. « Elle est avec moi, dit Burke. » L'agente d'embarquement acquiesça, et ils se précipitèrent dans la passerelle une demi-seconde, avant qu'elle ne ferme la porte derrière eux. Elle connaissait ce type depuis 15 minutes, et il l'avait déjà secouru 2 fois. Ce qui était agaçant. Qu'est-ce que le patron lui avait dit exactement à propos d'elle et de sa mission? Une courte file de passagers attendait d'embarquer dans la passerelle. L'hôtesse de l'air debout juste à l'intérieur de la porte de la cloison dit « Le vol est complet aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous demandons de prendre vos sièges et de ranger vos affaires aussi rapidement que possible. » Burke lui adressa un sourire éblouissant avant de se tourner vers Kim et de dire « Je suis au siège 1A. Et toi ? 3B. As-tu examiné les dossiers ?» Elle avança, la file de passagers progressant par à-coups sans beaucoup avancer. « Oui. Nous nous dirigeons vers le centre pénitentiaire de Bolton. Une prison à 2 heures de route à l'est et au nord de Rapid City, » répondit Burke. « Avant d'y arriver, nous devons interroger un juriste de prison locale nommé Fern Olson. » Son accent était légèrement du sud des États-Unis, pensa Kim. Mais elle venait de passer quelques jours dans le Mississippi, alors peut-être qu'elle avait l'oreille déformée. « Pourquoi allons-nous là-bas » demanda-t-elle. C'était la première fois que le patron l'envoyait dans une prison. C'était une tâche étrange. Richer laissait rarement les criminels vivre assez longtemps pour être jugés et condamnés. Interroger l'un des détenus. Un type qui a travaillé comme informateur pour la police de Bolton, il y a 7 ans quand Richer est passé par là, je suppose. Burke haussa les épaules. Le dossier est un peu vague sur ce que le gars est censé savoir ou pourquoi c'est important. Tu peux m'en dire plus ? La file avait finalement commencé à avancer et Kim monta dans l'avion. Quand elle atteignit le siège de Burke, elle dit « Laisse-moi m'installer et lire les dossiers. Ensuite, on en parlera. Nous avons 5 heures pour nous mettre au courant. » « Ça me va, » répondit-il en soulevant son sac dans le compartiment à bagages avant de se glisser dans son siège. Kim recula de 2 rangées et se glissa dans le siège côté couloir de la rangée 3. Elle rangea ses sacs, attacha fermement sa ceinture et attendit que l'avion défie la gravité. Une fois que l'avion eut atteint son altitude de croisière à 9000 mètres, l'hôtesse de l'air apporta du café et Kim ouvrit son ordinateur portable pour travailler. Elle avait téléchargé les fichiers cryptés de son serveur sécurisé envoyé plus tôt par le patron et les avait mis de côté. Elle avait également téléchargé des fichiers cryptés de Gaspard. Elle lui avait demandé de faire des recherches sur son nouveau partenaire. Maintenant qu'elle avait rencontré Burke, elle ouvrit d'abord le dossier de Gaspard. Son impression initiale du comportement de Burke à l'aéroport confirmait qu'il n'était pas du tout comme Gaspard. Cette impression se renforça fermement à la lecture du dossier. Elle parcourut rapidement les informations de base. William David Burke. 36 ans. 2 ans de plus que Kim. Anniversaire le 10 avril. Bélier. Pas de surprise là-dedans. Il avait déjà montré quelques-uns des traits de personnalité classiques du Bélier, quand il s'était précipité dans la situation qu'elle avait déjà sous contrôle au contrôle de sécurité. Le Bélier est un signe de feu. Il avait probablement beaucoup d'ambition, ce qui était acceptable. Elle était ambitieuse elle-même. Un tempérament explosif n'était pas acceptable. Il devrait garder sa colère en laisse. Elle se demandait s'il en était vraiment capable. Le temps nous le dira. Pas de frères et sœurs. Parents décédés. Divorcé. Pas d'enfants. Son parcours professionnel était assez typique pour certains types d'agents. Après l'université, il avait rejoint les Navy Seals où il était resté 10 ans avant de passer au FBI. Il y travaillait depuis 4 ans. Après les 2 années requises comme agent de terrain, il avait été qualifié pour l'équipe de sauvetage d'otages. La partie intéressante de son chevaux était l'entrée la plus récente. Les détails étaient classifiés, donc le rapport rédigé à la hâte par Gaspard était sommaire. Il cherchait encore plus de détails.
Ce qu'il savait jusqu'à présent, c'était que Burke s'était retrouvé mêlé à une certaine situation. Quelle qu'elle soit, Burke s'était retrouvé dans une position délicate et aurait pu être renvoyé. Mais le patron, pour des raisons qui lui étaient propres, ne voulait pas se débarrasser de Burke. Alors il l'avait affecté auprès d'Otto, en périphérie du FBI, où personne ne pouvait voir ou se plaindre de son comportement. Ce qui convenait à Kim. Elle se trouvait dans ce no man's land depuis un certain temps maintenant, et elle pouvait utiliser un homme avec les compétences de Burke. Toute cette mission Reacher était temporaire de toute façon. Si Kim ne la terminait pas assez rapidement, Burke resterait jusqu'à ce que les choses se calment pour lui au sein de l'équipe de sauvetage d'otages. Ensuite, il pourrait retourner au sauvetage d'otages et à d'autres exploits audacieux, supposait-elle. Ce genre de travail était pour les jeunes, mais Burke n'était pas trop vieux pour cela. Pas encore. Elle ferma le fichier et l'ordinateur portable pour réfléchir à ce qu'elle avait appris. En lisant entre les lignes, elle soupçonnait que le patron avait envoyé Burke pour faire ce que Kim n'avait pas encore réussi à accomplir, trouver Reacher. Ce qui la mettait en rogne. Non pas qu'elle puisse y faire quoi que ce soit. Le patron prenait toutes les décisions. Il avait toutes les cartes en main. La question était de savoir si elle pouvait faire confiance à Burke. Avec son parcours, il devrait être plus que capable. La traque de Reacher était une affaire dangereuse. Les compétences de Burke seraient utiles et peut-être même cruciales. Peut-être que, comme Gaspard, Burke pourrait être fiable pour penser comme Reacher. Kim avait compris dès la première minute de cette mission que si elle voulait réussir, son cerveau et non sa force serait sa meilleure arme. Pour la déployer, elle devait comprendre les mouvements de Reacher avant qu'il ne les fasse. Gaspard avait été utile sur ce point. Peut-être que Burke le serait aussi. Mais contrairement à Gaspard, Burke était l'homme de Cooper. Aucun doute là-dessus. Alors la vraie question était, pourquoi était-il là? La réponse ne figurait pas dans ses dossiers. Elle ferma le fichier et le rangea. Il était temps de se mettre au courant de sa mission à Bolton, Dakota du Sud. Elle commanda un café frais, ouvrit les fichiers du patron et se mit au travail. Chapitre 3. Vendredi 13 mai. Centre correctionnel de Bolton. 16h55, heure d'été des Rocheuses. Désolé, mais non. Et je dois y aller. Je suis arrivé, et je suis en retard. Je t'appellerai quand j'aurai terminé, dit Fern Olson dans le haut-parleur Bluetooth en garant sa BMW rouge dans le parking des visiteurs pratiquement vide, dans la zone réservée aux avocats. L'ambiance était différente d'une certaine manière. Elle l'avait ressenti pendant la semaine précédente, juste après avoir transmis les messages de sa visite régulière du vendredi à la prison de Bolton. Quelque chose n'allait pas. Elle ne savait pas quoi. Quoi qu'il en soit, elle ne voulait pas que son fils traîne dans les rues aujourd'hui, même dans cette petite ville à 8 km au sud. Ses entretiens réguliers avec ses clients à la prison étaient une corvée. Nécessaire, oui. Lucrative, certainement. Mais comme beaucoup de choses qu'un avocat fait quotidiennement, la plupart des entretiens avec les détenus étaient d'une pure routine. D'habitude. Tu en as pour combien de temps? Génie le gamin. Comme tous les adolescents de la planète, il voulait que le monde de sa mère tourne autour de lui. Mon objectif est toujours d'entrer, de faire ce que j'ai à faire et de sortir, répondit-elle en observant le complexe. Tout semblait identique à d'habitude. Solide. Impénétrable. Sécurisé. Je t'appellerai quand je serai en route pour la maison. La journée était ensoleillée et claire, mais plus froide qu'elle ne l'aurait souhaité. Le printemps avait soufflé sur Bolton quelques semaines auparavant, était resté environ 48 heures, puis avait fui vers le sud. Le changement de saison était, comme toujours, imprévisible. Personne vivant à Bolton ne s'attendait à autre chose, sauf son fils. Il voulait aller nager dans le lac, avec ses amis. Mais Mama Anne, Jenny Noah, étirant la syllabe unique jusqu'à ce qu'elle semble durer une éternité. Tous les gars y vont. Il ne fait pas trop froid. Des gens nagent dans l'océan Arctique, bon sang. Que Dieu me vienne en aide, marmonna Olson entre ses dents, secouant la tête.
On en parlera quand j'aurai fini ici. Je dois y aller. Je t'aime. Il raccrocha. Étais-je aussi insupportable? Dit-elle en levant les yeux vers le plafond de sa voiture. Elle sourit et parla à l'une des femmes qu'elle avait le plus admirées durant son enfance. Disparue depuis longtemps, Janet Salter avait été un modèle inspirant pour les jeunes filles grandissant à Bolton. Elle dit « Je suis vraiment désolée, Madame Salter. Je ne suis pas la moitié de la femme que vous étiez. J'ai fait de mon mieux avec lui. » Pendant un bref instant, elle envisagea de changer d'avis concernant la baignade. L'altitude à Rapid City était de 900 mètres et à Sioux Falls, de 425 mètres. Bolton se situait entre les deux et plus au nord. Le terrain était plat ici. Toutes les élévations intéressantes étaient plus proches du mont Rushmore. Les fronts météorologiques allaient et venaient. Généralement plus chaud en été et plus froid en hiver. Mais parfois Mère Nature semblait plus qu'un peu ivre. Comme cette année. Nous étions maintenant à la mi-mai et les arbres étaient encore nus, mais les jonquilles et les tulipes avaient percé à travers le sol dégelé. Les routes étaient dégagées et les derniers amas de neige avaient finalement fondu. Les bourrasques de la nuit dernière avaient laissé une légère couche de neige fraîche dans les zones herbeuses, mais elle avait fondu avant midi. Pourtant, il faisait bien trop froid pour aller nager. N'importe quel adolescent de 15 ans à moitié intelligent devrait le savoir, non? Elle secoua la tête, marmonnant toujours à elle-même. Le temps va s'améliorer, Fern. À la mi-juillet, il se plaindra de la chaleur. Olson portait un jean et des bottes pour travailler, parce qu'elle visitait la prison tous les vendredis après-midi. Elle avait rassemblé ses cheveux en chignon à la base de sa nuque, pour dompter les longues boucles rebelles qu'elle préférait laisser libres. Le froid dans l'air l'avait incitée à enfiler un blazer en cuir marron par-dessus sa chemise blanche impeccable. Elle jeta ses lunettes de soleil sur le siège passager, glissa son téléphone dans la console et le verrouilla, puis prit sa mallette. Les téléphones portables figuraient sur la longue liste des objets interdits, comprenant des choses comme les cigarettes, la drogue et les armes, non autorisées à l'intérieur de la prison fédérale. Si elle avait le téléphone sur elle, elle serait obligée de le laisser dans un casier. Toute sa vie était stockée sur ce téléphone. Pas question de le laisser où l'un de ces idiots pourrait le prendre. Les gardiens de prison insistaient sur le fait qu'ils n'ouvriraient pas les casiers et n'essaieraient pas de contourner la sécurité des téléphones. Et si vous croyez ça, vous n'êtes certainement pas un avocat pénitentiaire, marmonna-t-elle pour elle-même. Contrairement à tout le monde à Bolton, Olson verrouilla sa voiture et glissa la clé électronique dans sa poche. La BMW était neuve. Elle ne voulait pas qu'un gamin l'emprunte pour faire un tour. Elle traversa péniblement le parking, évitant les flaques d'eau en se dirigeant vers l'entrée des visiteurs. Il était tard. Sa journée avait déjà été longue. Elle ne prévoyait pas de perdre le temps qui lui restait avant le verrouillage nocturne de la prison. La dernière chose qu'elle souhaitait était d'être obligée de revenir demain. Elle aurait pu trouver son chemin, les yeux fermés. Elle avait fait le même trajet tous les vendredis pendant longtemps, quelle que soit la météo. Tout comme son prédécesseur. Olson était associé junior quand elle avait décroché ce boulot. L'associé senior qui s'était occupé des besoins juridiques des prisonniers avant elle, avait été assassiné 7 ans auparavant. Dans tous les cabinets d'avocats, le sale boulot coule vers le bas. C'est comme ça qu'elle s'était retrouvée avec la mission pénitentiaire. Elle haussa les épaules. Quand son enfant partirait à l'université, peut-être qu'elle ferait un changement. En attendant, il n'y avait rien qu'elle puisse faire d'autre que serrer les dents et faire le travail. Elle atteignit le bâtiment, tira la lourde porte d'entrée et entra. Une légère odeur d'agrumes désinfectait l'air. Il n'y avait pas de file d'attente à l'intérieur. Le vendredi n'était pas un jour de visite régulier. Mais l'intérieur n'en était pas moins déprimant. Le linoléum au sol, la peinture verte sur les murs et les tubes fluorescents au plafond donnaient une teinte verdâtre partout. La prison avait 13 ans et était construite pour durer un siècle. Mais l'argent avait été dépensé pour des éléments de conception qui avaient plus à voir avec les besoins humains fondamentaux,
la sécurité et la fonctionnalité qu'avec une ambiance chaleureuse. Quand la lourde porte se referma solidement derrière elle, elle sembla aspirer la vie de la pièce en même temps que la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.